Le dernier jour de février, Donald Trump a pris le plus grand pari de sa carrière politique en lançant la guerre la plus vaste que le Moyen-Orient ait connue depuis des décennies. Un conflit qui transforme radicalement et rapidement le fonctionnement de notre monde entier. Après des mois de préparation, la guerre a été déclenchée en coordination avec Israël le 28 février, impliquant immédiatement de lourdes frappes aériennes israéliennes sur la résidence personnelle du guide suprême iranien de 86 ans, l'ayatollah Ali Khamenei, le tuant dans un brasier. De nombreuses autres frappes aériennes initiales israéliennes ont aussitôt ciblé d'autres hauts dirigeants iraniens, dans le but de décapiter autant que possible l'élite dirigeante du pays. Au moment de la production de cette vidéo, ces cibles incluaient déjà le ministre iranien de la Défense, le chef du corps des gardiens de la Révolution islamique, CGRI, et des dizaines d'autres personnalités. Bienvenue sur Décoder le monde, pour analyser les répercussions d'un conflit qui redéfinit l'ordre mondial. Alors que la violence s'intensifie, une question cruciale se pose. Quelles sont les véritables intentions derrière cette escalade ? Et comment pourrait-elle redessiner la carte géopolitique de la région, bien au-delà de ce que nous imaginons ? En seulement 6 jours depuis le début du conflit, l'armée américaine a déjà mené plus de 2000 frappes aériennes à travers l'Iran, coulant la quasi-totalité des principaux navires de guerre de la marine iranienne. Parallèlement, une frappe distincte de sous-marins américains sur une frégate iranienne, à des milliers de kilomètres de l'Iran, au large du Sri Lanka, a marqué la première destruction par sous-marin américain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le chef d'état-major interarmé des États-Unis a affirmé que le premier jour de la guerre avait vu le largage de près du double des munitions américaines utilisées lors du premier jour de la campagne « Choc et effroi » contre l'Irak de Saddam Hussein en 2003. L'armée de l'air israélienne, quant à elle, a déclaré avoir frappé quotidiennement environ 1 millier de cibles à travers l'Iran. Un rythme d'attaque rendu possible par leur nouvelle capacité à survoler la Syrie et par le ravitaillement en vol de leurs appareils par des avions-citernes américains. Des groupes de défense des droits humains basés en Occident ont déjà signalé que plus d'1 millier de civils iraniens ont été tués par ces frappes aériennes américaines et israéliennes. Les pertes militaires, au-delà du guide suprême, causées par cette guerre aérienne écrasante en Iran, restent pour l'instant indéterminées. Cependant, les Israéliens ont activement tenté de frapper chaque quartier général du CGRI à travers le pays, et ont même bombardé le bâtiment abritant la haute direction chargée de sélectionner le prochain guide suprême. C'est un signe clair que l'objectif militaire d'Israël est au moins d'anéantir les capacités militaires de l'Iran et de provoquer un choc suffisant pour pousser le régime à l'effondrement par tous les moyens nécessaires. Les objectifs de l'Amérique et de Trump pour avoir déclenché cette guerre, en revanche, demeurent beaucoup moins clairs. Trump lui-même a tantôt exhorté le peuple iranien à se soulever en révolution contre le régime affaibli, suggérant un changement de régime, tantôt affirmé qu'il serait toujours prêt à dialoguer avec le régime et à conclure une sorte d'accord. Son secrétaire d'État, Marco Rubio, a déclaré à plusieurs reprises que les objectifs de guerre de l'Amérique étaient de détruire le programme de missiles balistiques de l'Iran et sa marine, tandis que son secrétaire à la guerre, Pete Hance, a ajouté qu'il s'agissait également d'anéantir toutes les capacités nucléaires iraniennes. Pour justifier ces attaques, Trump et les responsables de son administration ont avancé diverses raisons. L'Iran serait soi-disant trop proche d'acquérir une arme nucléaire, malgré les frappes sur le programme nucléaire iranien l'année dernière, qui auraient prétendument anéanti leurs capacités. Israël aurait de toute façon frappé l'Iran, indépendamment de la volonté américaine, et l'Amérique aurait donc dû attaquer l'Iran en premier pour détruire sa capacité de riposte à cette attaque israélienne. Ou encore, Trump lui-même aurait eu le sentiment que les Iraniens se préparaient à attaquer en premier et que l'Amérique devait les frapper préventivement avec les Israéliens. Tout cela reste assez vague, mais la raison principale est simplement le froid calcul géopolitique
selon lequel les Américains et les Israéliens estimaient que le régime iranien se trouvait à son point le plus faible depuis des décennies. Les ressources en eau de l'Iran s'étaient taries après des années de mauvaise gestion et de sécheresse. Son économie et sa monnaie étaient en chute libre, tandis qu'un soulèvement populaire de grande ampleur contre le régime en janvier avait été brutalement réprimé par les unités paramilitaires assiégées du régime, après que Khamenei leur ait ordonné d'ouvrir le feu sans discernement. Sentant que ces protestations constituaient une menace existentielle pour le régime, des organisations de défense des droits humains crédibles estiment que les unités paramilitaires assiégées ont massacré au moins 7000 manifestants. D'autres estimations vont jusqu'à 30 000 morts, voire plus, ce qui représente de loin la répression la plus sanglante de manifestants dans l'histoire iranienne moderne. Trump avait tracé une ligne rouge claire. Si le régime commençait à tuer des manifestants en masse, il interviendrait militairement. Pourtant, cette ligne rouge fut franchie et il n'a initialement pas réagi de manière significative. À ce moment-là, l'armée américaine n'était pas vraiment en position de le faire, sans aucun groupe aéronaval présent dans la région. En fait, les menaces de Trump pourraient même avoir incité le régime à rétablir son contrôle sur sa population à tout prix, avant que les États-Unis ne puissent redéployer leurs moyens dans la région pour réagir. Cependant, après la répression impitoyable des protestations et percevant la vulnérabilité persistante du régime, les États-Unis ont commencé à concentrer rapidement leurs moyens dans la région, à une échelle jamais vue depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Ils ont menacé le régime de négocier la renonciation à ses programmes nucléaires et de missiles balistiques ou d'en subir les conséquences, puis ont finalement décidé d'attaquer pour forcer le régime à se soumettre ou à s'effondrer par d'autres moyens. Et maintenant, la guerre qu'il a déclenchée menace d'éclater à travers tout le Moyen-Orient. Elle risque de provoquer des destructions massives pour l'économie mondiale et de dégénérer rapidement en un bourbier dont l'issue pourrait être bien pire que le monde que nous connaissions auparavant. Les Iraniens ont décidé de riposter à ces attaques américaines et israéliennes existentielles en s'en prenant à pratiquement tous leurs voisins. Depuis le début de la guerre, l'Iran a tiré des centaines de missiles balistiques et des milliers de drones kamikazes explosifs sur les territoires d'Oman, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Qatar, de Bahreïn, du Koweït, de l'Irak, de la Syrie, de la Jordanie, d'Israël, de Chypre, de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Ainsi, rien que le premier jour du conflit, l'Iran a lancé 180 missiles balistiques vers Israël et 250 autres vers les 6 pays du Golfe. 5 jours après le début de la guerre, les Émirats arabes unis ont signalé que l'Iran avait tiré plus de 189 missiles balistiques sur leur territoire et 941 de leurs drones kamikazes explosifs moins coûteux. Ils ont précisé que 93% de ces projectiles avaient été interceptés avec succès par leurs défenses aériennes. Des centaines de projectiles supplémentaires ont depuis été tirés par l'Iran sur le Koweït, Bahreïn et le Qatar. Des nombres plus restreints de projectiles, de l'ordre de plusieurs dizaines, ont également été lancés vers l'Arabie saoudite et Oman. Et bien que la plupart des projectiles tirés sur ces pays aient également été interceptés, quelques-uns ont réussi à passer, infligeant des dégâts. À Dubaï, le luxueux hôtel Fairmont de Palm Jumeirah, l'une des célèbres îles artificielles de la ville, a été la proie des flammes dès le premier jour. Des débris d'un missile intercepté se sont abattus sur l'extérieur du célèbre hôtel de luxe 7 étoiles Burj Al Arab, y déclenchant également un incendie, tandis que d'autres débris ont touché le gigantesque aéroport international de Dubaï et sont tombés dans les jardins des résidents. Plus notable encore, des drones iraniens ont délibérément frappé 3 des centres de données d'Amazon dans la région. 2 ont touché des centres de données Amazon à Dubaï le premier jour de la guerre, tandis qu'un 3e a frappé un autre centre de données Amazon à Bahreïn quelques jours plus tard, marquant les premières fois où des infrastructures critiques liées à l'IA ont été attaquées ou endommagées en temps de guerre. Tout cela a constitué un choc majeur pour Dubaï.
et l'ensemble du modèle économique des Émirats arabes unis, qui, depuis des décennies, se base sur l'image d'une oasis de stabilité et de calme dans une région dangereuse, mais géographiquement cruciale, reliant l'Orient et l'Occident pour les entreprises étrangères qui y établissent leurs opérations régionales. La ville attire depuis des décennies les étrangers fortunés, qu'il s'agisse d'Arabes fuyant les conflits dans le reste de la région, d'Européens cherchant à éviter l'impôt, ou de Russes et d'Ukrainiens échappant au service militaire. Grâce à cette réputation, Dubaï a reçu plus d'investissements directs étrangers, héberge plus de centres de données liés à l'IA et abrite plus de bureaux régionaux d'entreprises étrangères que toute autre ville de la région, ce qui lui a permis de s'enrichir fabuleusement, comme en témoigne sa scintillante ligne d'horizon. Aujourd'hui, tout cela est compromis par cette guerre. Le vrombissement de centaines de missiles balistiques et de drones survolant la ville et le grondement des intercepteurs les faisant exploser dans le ciel et le rugissement des avions de chasse, ainsi que des hôtels, des monuments et des infrastructures célèbres partant en fumée, ont brisé l'illusion de Dubaï comme une oasis de calme et de stabilité dans une mer de chaos. Depuis la Seconde Guerre mondiale, aucune ville aussi mondialement connectée que Dubaï n'a été attaquée aussi violemment en temps de guerre. Les résidents et les entreprises étrangères remettront inévitablement en question leur rôle futur à Dubaï après la conclusion de ce conflit, à mesure que les primes d'assurance contre les risques politiques augmentent. Naturellement, le gouvernement des Émirats arabes unis fait tout son possible pour rassurer chacun sur le fait que tout est parfaitement sous contrôle, afin de maintenir au mieux sa réputation et son modèle économique. En raison du volume de feu que l'Iran a déchaîné sur les États du Golfe, durant les premiers jours de la guerre, il existe une crainte palpable que ces États manquent dangereusement de missiles intercepteurs coûteux nécessaires pour abattre toute nouvelle vague d'attaques. Généralement, les défenses aériennes tirent au moins 2 missiles intercepteurs sur chaque missile ennemi entrant afin de garantir autant que possible sa destruction. Depuis le début de la guerre, l'Iran a tiré collectivement plus de 400 missiles balistiques sur les États du Golfe, ce qui implique que ces derniers ont probablement tiré environ 800 missiles intercepteurs pour en bloquer la plupart. Un rythme de consommation incroyablement rapide, représentant plus de 5 fois le nombre d'intercepteurs que les États-Unis ont utilisés contre l'armée de Saddam Hussein durant toute la première guerre du Golfe. De manière critique, parce que tous les gouvernements traitent le nombre d'intercepteurs qu'ils possèdent en stock comme un secret d'État bien gardé, il n'existe aucune information fiable sur le nombre d'intercepteurs dont disposaient réellement les États du Golfe avant la guerre et sur l'état actuel de leur stock restant potentiel. Ces chiffres sont tenus secrets, car si un ennemi savait exactement combien d'intercepteurs il restait à son adversaire, il saurait précisément combien de missiles tirer pour le submerger. Tout ce que nous savons, c'est que les États du Golfe ont dépensé un nombre absolument colossal d'intercepteurs depuis le début de la guerre, et que leur remplacement nécessitera des années de production et des milliards de dollars. Si leurs stocks sont réellement faibles, comme beaucoup le soupçonnent, les États du Golfe pourraient devoir prendre des décisions difficiles sur la manière d'utiliser ce qu'il leur reste. Si l'Iran lance de nouvelles vagues de frappes, ils devront choisir quel site défendre et quel site laisser exposer, ce qui pourrait les contraindre à faire pression sur les Américains pour qu'ils mettent fin à la guerre, de peur que leurs villes et infrastructures majeures ne subissent de graves dommages. Et c'est en substance pourquoi l'Iran a décidé d'intensifier radicalement l'ampleur de cette guerre en représailles, en attaquant pratiquement tous les pays qui l'entourent. Même si ces derniers n'avaient rien à voir avec les attaques américaines et israéliennes initiales, l'armée américaine maintient de très grandes bases et une présence significative au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, au Koweït et en Arabie saoudite. L'Iran a utilisé cela comme justification pour ses attaques de représailles contre ces pays. Cependant, aucun de ces pays n'a en réalité autorisé l'armée américaine à utiliser ces bases pour les attaques lancées contre l'Iran, ni même son espace aérien. Toutes les attaques américaines provenaient soit de leurs porte-avions, opérant dans la mer d'Arabie et en Méditerranée orientale,
soit de leurs bases aériennes en Jordanie, mais aucune directement des États du Golfe. Le véritable objectif de l'Iran, en attaquant les États du Golfe de cette manière, est de tenter de causer autant de dommages que possible à l'économie mondiale, dans le but de forcer Trump à mettre fin à la guerre sous la pression d'une souffrance accrue. Outre les attaques sur les villes elles-mêmes et la terreur infligée aux habitants, il faut considérer les dégâts que ces attaques ont déjà causés aux industries mondiales du pétrole et de l'aviation. Les missiles et drones iraniens ont bombardé la plus grande raffinerie de pétrole d'Arabie Saoudite à Ras Tanura et l'immense installation de GNL du Qatar à Ras Laffan, interrompant la production des deux sites pour une durée indéterminée. Parallèlement, l'Iran a également ordonné la fermeture du détroit étroit d'Ormuz et menacé d'incendier tout navire qui oserait y passer. Depuis des décennies, cette action est la méthode d'escalade la plus redoutée dont l'Iran est capable. Le détroit d'Ormuz est le point de passage maritime le plus critique au monde, car pratiquement toutes les exportations de pétrole de l'Irak, du Koweït, de l'Iran et la plupart de celles de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis n'ont d'autre choix que de le traverser pour atteindre le marché mondial, de même que toutes les exportations de GNL du Qatar. En conséquence, un tiers de tout le pétrole brut transporté par voie maritime et un cinquième de tout le GNL mondial transitent quotidiennement par ce détroit dans des circonstances normales. Et même avec la majeure partie de sa grande flotte de surface coulée, l'Iran disposerait encore de milliers de mines navales qu'il peut utiliser avec ses nombreux petits bateaux à moteur pour parsemer le détroit. En plus des attaques contre les cargos et les pétroliers avec des drones et des missiles, le résultat est que depuis le début de la guerre, le détroit est resté effectivement fermé, coupant une quantité massive de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, les navires étant trop réticents à passer, à la fois par peur et en raison de l'envolée des coûts d'assurance. Quelques 3000 navires marchands de toutes sortes se sont retrouvés bloqués à la fin de la première semaine de guerre, représentant environ 10% de l'ensemble de la flotte mondiale de conteneurs. L'Irak commence déjà à manquer d'espace de stockage pour le pétrole brut, qui serait normalement chargé sur des pétroliers, et est contraint d'arrêter la production de plusieurs champs majeurs, réduisant ainsi la production de millions de barils par jour. Les autres États du Golfe sont engagés dans une course dangereuse contre la montre pour rouvrir le détroit ou faire face à leur propre fermeture. Le Koweït a averti qu'il pourrait également devoir arrêter sa production sous peu, et les Émirats arabes unis peu après. Bien que l'Arabie saoudite ait la capacité d'exporter une partie de son pétrole par des pipelines vers la côte de la mer Rouge, elle pourrait également devoir fermer la majeure partie de sa production, car la plupart doit encore passer par Ormuz. Si le détroit reste fermé pendant une semaine, plusieurs semaines ou plusieurs mois, les conséquences de tout ce pétrole et gaz bloqués sur le marché mondial deviendront de plus en plus douloureuses pour tout le monde. Au moment où j'écris ce script pour décoder le monde, le prix du baril de pétrole brut a déjà bondi de plus de 14% depuis le début de la guerre, tandis que le prix du mégawattheure de gaz naturel en Europe a grimpé de plus de 70%. La Malaisie, qui est la plus touchée car elle achète la majeure partie de son pétrole dans le golfe Persique, a été la plus négativement affectée par l'envolée des prix de l'essence et du carburant d'aviation. Plus le détroit restera fermé, plus les prix mondiaux de l'énergie augmenteront, plus les taux d'inflation mondiaux grimperont, plus la croissance économique mondiale ralentira, et plus la Russie gagnera d'argent sur ses propres ventes de pétrole et de gaz, ce qui bénéficiera à la machine de guerre du Kremlin en Ukraine, que Trump tente également ostensiblement d'arrêter. Tout cela, bien sûr, est un pari énorme de la part des Iraniens. D'une part, attaquer les États du Golfe et leurs ressources énergétiques exerce une pression énorme sur les États-Unis pour qu'ils arrêtent la guerre afin d'éviter que l'inflation ne devienne incontrôlable. Mais d'autre part, cela impacte directement la principale source de pétrole de la Chine, qui provient également du Golfe Persique, et les irrite. De plus, cela pousse les États du Golfe davantage dans le camp israélien et invite également des frappes de représailles sur leurs propres infrastructures pétrolières et gazières et sur leurs transports maritimes, dont ils dépendent massivement pour leur économie. Considérons ensuite les dommages infligés à l'industrie mondiale de l'aviation.
Les principaux aéroports des grands hubs régionaux comme Dubaï, Abu Dhabi et Doha ont tous été affectés et endommagés par la guerre depuis son début. Avec des missiles, des drones et des avions traversant leurs cieux, les espaces aériens ont été complètement fermés au-dessus de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, du Qatar, de Bahreïn, de la Syrie, de la Jordanie, du Liban, d'Israël, d'Oman et du Yémen, avec des fermetures partielles imposées en Égypte, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. À la fin de la première semaine de guerre, plus de 18 000 vols vers la région du Moyen-Orient avaient été annulés. La plupart d'entre eux concernaient les grands hubs de connexion de Dubaï, Abu Dhabi et Doha, qui sont des carrefours centraux pour le transport aérien mondial entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Un gigantesque trou s'est formé sur la carte des routes aériennes mondiales, s'étendant sur toute la largeur du Moyen-Orient, de l'Iran à la Méditerranée, alors que tout le monde évite la zone de conflit active. Et avec l'espace aérien russe, toujours bloqué aux compagnies aériennes occidentales en raison de la guerre en Ukraine, il ne reste en fait que 2 couloirs aériens étroits pour relier l'Est et l'Ouest. L'un traverse le Caucase du Sud et l'Asie centrale, l'autre, l'Égypte et le centre de l'Arabie saoudite. Tous ces itinéraires sont plus longs que la normale, nécessitant plus de carburant d'aviation, au moment même où les prix du pétrole flambent. Au moment où j'écrivais ce script, il a été rapporté que l'Iran avait également tiré un missile sur le territoire de l'Azerbaïdjan, endommageant, semble-t-il, l'aéroport régional de l'enclave autonome de Nakhichevan en Azerbaïdjan et blessant 4 personnes. Cela pourrait représenter un défi pour ce corridor aérien alternatif du Nord, limitant encore davantage les options des compagnies aériennes mondiales, et a conduit l'Azerbaïdjan à menacer également de représailles contre l'Iran. Une perspective dangereuse pour l'Iran, étant donné que des millions d'Azerbaïdjanais de souche vivent juste de l'autre côté de la frontière, en Iran. Dubaï, Abu Dhabi et Doha, ainsi que les compagnies aériennes qui les desservent comme Emirates, Etihad et Qatar Airways, reposent sur un modèle économique de superconnecteurs, acheminant des passagers long courriers du monde entier vers ces hubs, pour qu'ils puissent ensuite rejoindre leur destination finale. Ce modèle fonctionne d'autant mieux grâce à leur position centrale au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Cependant, en raison de ce modèle, des fermetures d'espaces aériens actuelles et des attaques d'aéroports, des dizaines de milliers de passagers aériens se sont retrouvés soudainement piégés partout dans le monde, sans possibilité de partir, faute d'autres vols vers leur destination. Et plus la guerre se prolonge, plus ces passagers risquent de rester bloqués, surtout dans la région du Golfe. C'est particulièrement frustrant, car le gouvernement américain a également exhorté l'ensemble du million de citoyens américains résidant au Moyen-Orient à évacuer la région dès que possible, ce qui est actuellement impossible pour la plupart d'entre eux, faute de vols disponibles. La politique officielle du gouvernement américain pour les Américains en Israël, au moment de la production de cette vidéo, n'est pas une blague. Il leur est conseillé de prendre un bus pour l'Égypte, puis de prendre un vol de là pour les États-Unis. Au-delà des passagers, la guerre affecte également énormément les volumes de fret aérien mondiaux. Environ 12% du fret aérien mondial en volume, y compris près de la moitié du fret aérien entre l'Europe et la Chine, transite habituellement par le Moyen-Orient. Or, tout cela est pratiquement à l'arrêt complet depuis le début de la guerre, ce qui enchevêtre inévitablement les chaînes d'approvisionnement mondiales au moment même où les tarifs douaniers et les guerres commerciales de Trump font déjà de même. Plus effrayant encore pour les États du Golfe, la guerre menace également les modèles économiques établis de leurs compagnies aériennes et aéroports, qui sont de grands hubs régionaux pour le transport entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Les compagnies aériennes commencent à chercher des horizons plus stables ailleurs, à proximité, comme la Turquie, et peut-être même l'Éthiopie et l'Inde. Et malgré l'apparence sombre de la situation actuelle, l'Iran conserve la capacité d'escalader encore davantage le conflit.
Si l'Iran garde certains de ses meilleurs missiles balistiques en réserve et estime avoir saturé les défenses aériennes des États du Golfe, il pourrait choisir l'option extrême et cibler les usines de dessalement d'eau et les infrastructures des États du Golfe, ce qui, en cas de succès, aurait des conséquences catastrophiques. 90% de l'eau potable du Koweït est fournie par le dessalement, de même que 86% de celle d'Oman, 70% de celle de l'Arabie saoudite et 42% de celle des Émirats arabes unis. Dans un câble divulgué datant de 2009, des diplomates américains écrivaient qu'ils estimaient qu'en cas d'attaque iranienne réussie contre les usines de dessalement de l'Arabie saoudite, la capitale et plus grande ville de Riyad, abritant environ 7 millions d'habitants au milieu du désert et dépendante de l'eau dessalée acheminée depuis le Golfe pour la quasi-totalité de son approvisionnement, serait contrainte d'être complètement évacuée en seulement une semaine. Nul doute que les États du Golfe restent profondément paranoïaques quant à la volonté de l'Iran d'escalader jusqu'à ce point, ce qui représenterait des défis existentiels pour leur civilisation entière. Et si le régime iranien sent que tout est vraiment perdu, il pourrait devenir suffisamment désespéré pour tenter sa chance. En raison de l'impact déjà sévère de cette guerre sur leurs économies et des risques existentiels potentiels pour leurs infrastructures de dessalement, plusieurs États du Golfe envisagent sérieusement de rejoindre activement la guerre. Ils se rangeraient alors du côté des Américains et des Israéliens pour détruire ce qu'il reste des arsenaux de missiles balistiques et de drones de l'Iran. Les défenses aériennes qataries ont déjà abattu 2 bombardiers iraniens qui se dirigeaient apparemment vers leur espace aérien. Et eux, les Saoudiens et les Émiratis, ont tous déclaré qu'ils se réservaient pleinement le droit à la légitime défense. Ils pourraient choisir d'ouvrir enfin leurs espaces aériens aux Américains pour des opérations ou de permettre l'utilisation de leurs bases aériennes comme point de départ pour de nouvelles attaques et représailles américaines. Mais ce faisant, ils augmenteraient également la densité des moyens dans leurs espaces aériens, ce qui pourrait entraîner d'autres incidents de tir ami, déjà élevés après que les défenses aériennes koweïtiennes aient abattu par erreur 3 avions de chasse américains au début de la guerre. Et les États européens sont également entraînés dans la guerre, qu'ils le veuillent ou non. Après qu'un missile iranien visant la base militaire britannique de Chypre ait été abattu, le gouvernement britannique a annoncé qu'il autoriserait les États-Unis à accéder à leur base pour attaquer l'Iran, y compris depuis la base stratégique de Diego Garcia dans l'océan Indien. Celle-ci peut servir de base opérationnelle avancée pour la flotte de bombardiers stratégiques B-2 américains. Parallèlement, la Grèce a accepté de déployer 2 F-16 et une frégate à Chypre. Une autre frappe iranienne à Abu Dhabi a touché une base navale française. Le missile lancé vers la Turquie, membre de l'OTAN, a même conduit à des discussions sur le déclenchement de la clause de défense de l'article 5 de l'Alliance, ce qui engagerait les 32 membres de l'Alliance à rejoindre également la guerre. Aux périphéries de l'Iran, il est également rapporté que la CIA aide désormais à armer des milices kurdes iraniennes de souche, juste de l'autre côté de la frontière, au Kurdistan irakien, et les exhorte à marcher à travers la frontière vers les régions d'Iran à majorité ethniquement kurde. Des milliers de miliciens kurdes iraniens se seraient concentrés le long de la frontière irakienne, tandis que les frappes aériennes américaines et israéliennes sur les infrastructures militaires iraniennes et du CGRI de l'autre côté de la frontière leur auraient potentiellement ouvert un chemin pour avancer s'ils le souhaitent. Ce plan, à mon avis, est particulièrement imprudent de la part de Washington. Réticente à engager ses propres forces terrestres dans une invasion de l'Iran qui serait inévitablement très sanglante et impopulaire, l'administration pourrait actuellement calculer qu'il serait préférable d'utiliser des milices kurdes et d'autres groupes ethniques minoritaires pour avancer en Iran, dans l'espoir de renverser le régime de cette manière. Si les milices kurdes réussissent à prendre le contrôle de vastes zones du Kurdistan iranien, d'autres minorités ethniques pourraient ensuite se soulever, comme les Azéris au nord, les Arabes au sud-ouest et les Baloutches au sud-est. Cela serait extrêmement dangereux. La population iranienne de 92 millions d'habitants
est à peu près divisé entre 60% de Persans et 40% de diverses autres minorités ethniques. De nombreux Persans dans le pays sont, à juste titre, furieux contre le régime actuel pour les massacres sanglants de manifestants perpétrés il y a quelques mois, en janvier. Mais s'ils en viennent à considérer la seule alternative comme des milices ethniques réclamant leur indépendance, risquant la balkanisation du pays dans une spirale sombre vers une guerre civile de type yougoslave, comme cela s'est également produit en Irak, en Syrie et au Liban, ils pourraient être poussés à soutenir le diable qu'ils connaissent plutôt que celui qu'ils ne connaissent pas. Cela pourrait potentiellement compromettre l'objectif de guerre américain apparent d'inspirer les Persans à renverser leur propre gouvernement. Si les meurtres de plus d'1 millier de civils lors des bombardements n'ont pas déjà eu cet effet, la population civile reste généralement désarmée par rapport au régime, et elle craint probablement encore la répression impitoyable et les massacres du régime lors du dernier soulèvement de janvier, ce qui a, sans aucun doute, contribué à l'absence d'un soulèvement populaire jusqu'à présent. Et bien qu'Israël préfère presque certainement la balkanisation et l'effondrement de l'Iran le long de lignes ethniques et sectaires, comme ce qui s'est passé en Syrie et au Liban, puisque cela empêcherait l'Iran de constituer un défi et une menace pour eux. Il est également sans aucun doute que cela n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique ni des pays du Golfe. Un Iran s'effondrant en un État failli, abritant 92 millions d'habitants, dont les ressources en eau sont déjà pratiquement détruites, générerait un niveau de chaos et d'instabilité que le monde n'a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. L'effondrement de l'Irak et de la Syrie en État failli dans les années 2010, après le printemps arabe, a été suffisamment cataclysmique. Pourtant, ils avaient une fraction de la population iranienne et une fraction de la puissance de feu gouvernementale et des composants d'armes nucléaires de l'Iran. L'ampleur du terrorisme, des effusions de sang, des réfugiés et de la prolifération des armes débordant des frontières iraniennes partout autour serait une situation incroyablement terrible à gérer pour les États du Golfe, l'Irak et la Turquie, entraînant des risques encore plus grands et potentiellement pires pour les industries pétrolières et aériennes du Golfe, qui ne disparaîtront pas simplement. Dans le même temps, les États du Golfe craignent également la survie du régime iranien, qui pourrait émerger comme une puissance blessée mais vengeresse après la fin de ce conflit et revenir un jour pour se venger. Maintenant qu'ils sont engagés dans cette lutte, les États du Golfe souhaiteraient idéalement voir le régime renversé, mais sans que le pays tout entier ne s'effondre. À bien des égards, la guerre a déjà considérablement escaladé. Le Hezbollah, mandataire de l'Iran au Liban, a déjà rejoint le conflit et a recommencé à attaquer Israël sur son flanc nord, déclenchant une nouvelle invasion terrestre israélienne au sud du Liban, qui est en cours au moment où j'écris ce script, et qui a déjà entraîné la mort de centaines de personnes supplémentaires. L'Iran a confirmé que les services de renseignement russes l'aidaient pour ses ciblages militaires, tandis que l'Ukraine a offert son assistance aux États du Golfe pour abattre les drones de fabrication iranienne, domaine dans lequel elle a acquis une grande expérience. L'armée américaine a confirmé qu'elle transférait hâtivement certains de ses moyens anti-aériens de Corée du Sud vers le Moyen-Orient, afin d'aider à se défendre contre de nouvelles attaques aériennes iraniennes, exposant potentiellement la Corée du Sud à une agression de la part de la Corée du Nord. Parallèlement, des discussions au sein de l'armée américaine ont déjà émergé concernant un plan potentiel de prise de l'île de Kharg, en Iran, dans le Golfe Persique, comme prochaine étape de l'escalade. L'île de Kharg est une petite île d'environ un tiers de la taille de Manhattan, située à environ 25 km de la côte sud de l'Iran, et que de nombreux joueurs connaissent déjà très bien, car elle a été utilisée comme carte pour le jeu en ligne dans Battlefield 3. Mais dans la réalité, c'est aussi l'actif économique le plus important que l'Iran contrôle, car le terminal pétrolier de l'île représente pas moins de 90% des exportations totales de pétrole brut de l'Iran, qui sont massivement destinées à la Chine.
Cela s'explique par le fait que les eaux autour de l'île de Karg sont suffisamment profondes pour accueillir les super-pétroliers modernes, contrairement aux eaux moins profondes autour du continent iranien qui ne le peuvent tout simplement pas. Une opération visant à s'emparer de l'île conférerait un levier économique massif, potentiellement paralysant, sur l'Iran si elle réussissait, car elle permettrait un arrêt quasi complet de toutes les exportations de pétrole iranien qui financent jusqu'à 60% du budget de fonctionnement du gouvernement. L'idée à Washington pourrait être que si la campagne de bombardement seule ne peut pas renverser la République islamique ou l'empêcher de bloquer le détroit d'Ormuz, la prise de l'île de Karg et l'élimination de la majeure partie du financement gouvernemental pourraient y parvenir à la place, mais sans avoir à s'engager dans une invasion terrestre massive de l'Iran. S'emparer et contrôler l'île de Karg nécessiterait inévitablement des troupes américaines sur le terrain, mais cela pourrait n'exiger que quelques milliers de Marines pour la prendre et la tenir, contrairement aux centaines de milliers qui seraient nécessaires pour envahir et occuper tout le pays. Le problème, bien sûr, est que la prise de l'île de Karg reste une démarche très risquée sur les plans géopolitiques et militaires, avec des résultats finalement incertains. Les États-Unis ont actuellement du mal à faire passer leurs navires de guerre par le détroit d'Ormuz, en raison des frappes de missiles et de drones iraniens, ce qui signifie qu'une opération de prise de l'île de Karg devrait probablement être en grande partie une opération aéroportée et amphibie limitée, lancée depuis des zones de rassemblement dans les bases militaires américaines du Koweït. Et même si les États-Unis ont réussi à maintenir une suprématie aérienne totale dans cette guerre, l'île de Karg est suffisamment proche de la côte iranienne pour être à portée des drones kamikazes, ce qui rendrait l'atterrissage, la tenue et le réapprovisionnement de l'île extrêmement coûteux. De plus, occuper et endommager l'île de Karg atteindrait probablement son objectif en retirant le pétrole iranien du marché mondial, ce qui ferait encore grimper les prix du pétrole alors que les Iraniens continuent de bombarder tout ce qui bouge et qui n'apprécie pas traversant le détroit d'Ormuz. Et même si les États-Unis réussissent à prendre l'île de Karg, cela n'empêchera pas les Iraniens de continuer à bloquer le détroit d'Ormuz en maintenant leur campagne d'attaque. La perte de leurs revenus pétroliers pourrait même les encourager à poursuivre l'escalade, potentiellement en étendant leurs attaques contre les infrastructures régionales de dessalement ou contre les pipelines de pétrole et de gaz, en particulier les pipelines saoudiens et émiratis qui peuvent détourner une partie de leur pétrole d'Ormuz. Si ces usines de dessalement et ces pipelines étaient endommagées en représailles à la perte de l'île de Karg, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pourraient être contraints de rejoindre directement la guerre contre l'Iran aux côtés des Américains, et l'économie mondiale ne ferait que souffrir davantage. En somme, l'Iran aura encore des cartes à jouer sur l'échelle de l'escalade, même s'il finit par perdre Karg. Et rien ne garantit que la perte de Karg le forcera à la table des négociations. La seule façon d'arrêter son blocus d'Ormuz à ce stade est soit de négocier des termes que le régime jugerait favorables, soit de destituer le régime. Ainsi, Trump lui-même est désormais pris au piège de ses propres actions. S'il cède à la pression économique générée par l'Iran, il exaspérera Israël et Netanyahou, qui veulent que cette guerre aille jusqu'à son terme et la disparition du régime iranien. Il sapera également la confiance des États du Golfe envers l'Amérique, après que les États-Unis les aient entraînés dans une guerre qu'ils ne voulaient pas, pour ensuite les laisser face à un Iran vengeur toujours debout. S'il abandonne la guerre maintenant en raison de la douleur qu'elle provoque, cela montrera également au régime iranien que sa stratégie de pilonnage des États du Golfe par des attaques est une réussite qu'il reproduira inévitablement à l'avenir, ce qui incitera d'autant plus les États du Golfe à mener la guerre jusqu'au bout, maintenant qu'elle a déjà commencé. Mais d'un autre côté, plus Trump prolongera la guerre sans renverser le régime, plus les retombées économiques mondiales s'aggraveront, plus cela affectera probablement sa popularité aux États-Unis, déjà en difficulté auparavant. D'autant plus que les sondages YouGov ont montré que seulement 27% des Américains soutenaient cette guerre au départ.
et plus certains pays étrangers pourraient faire pression pour un cessez-le-feu dans leur propre intérêt. Nous sommes dans une période difficile, une situation complexe, l'une de ces semaines où des décennies se déroulent. Et trouver comment sortir de ce pétrin avant qu'il n'empire sera une véritable prouesse herculéenne.